Et puis, on t'écoute nous parler de l'histoire du beatbox. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là, tout à fait. Bonjour tout le monde. Du coup, je tiens déjà grandement à te remercier, Nathalie, et puis Lisa aussi, parce que pour moi, à titre personnel, mais aussi pour la communauté que je représente là, du coup, en introduction aujourd'hui, c'est un grand pas, et c'est un grand honneur de voir le beatbox pris en main par le monde scientifique et de savoir que c'est pas juste une pratique isolée, que ça intéresse les gens. On est tous convaincus nous, du potentiel pédagogique, de plein de choses du beatbox. Et ça fait vraiment plaisir de commencer à se sentir un peu entouré. C'était très important pour nous. Donc, un grand merci à Lisa et Nathalie pour toutes ces recherches depuis des années. Alors, une journée sur le Human Beatbox, quand même. Alors, un grand merci de me faire débuter cette présentation. Je vais quand même faire un petit coup de beatbox, ça me paraît la moindre des choses. When I play my music and it comes to your ears, give me 1 minute, that's 1 minute, give me 1 minute, give me 1 minute, please, just 1 minute, please, give me 1 minute, please. Merci beaucoup. Et alors, du coup, j'aimerais commencer cette présentation du Human Beatbox, d'où ça vient, comment c'est venu, par une petite définition, je dirais une autodéfinition, donc je suis moi-même beatboxer. Hier, Annalisa, dans sa présentation, a parlé de multivocalisme, et pour moi, c'est vraiment le nœud essentiel du Human Beatbox quand on cherche à comprendre cette pratique. Parce qu'il y a les percussions vocales qui existaient avant, et toutes les techniques qu'on utilise sont des techniques de chant séparées qui sont pour la plupart très clairement identifiées, d'autres qui ne le sont pas encore, et on utilise d'autres sons qui ne sont pas forcément utilisés dans les techniques de chant traditionnelles. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du beatbox par rapport à toutes ces techniques? C'est justement le fait que le beatbox agrège toutes ces pratiques vocales. En fait, un beatboxer ou une beatboxeuse, c'est quelqu'un qui va maîtriser plusieurs techniques vocales. Donc voilà, pour moi, vraiment, il y a cette idée de multivocalisme est quelque chose d'essentiel dans la pratique. Il faut revenir du coup au terme de human beatbox en lui-même. Qu'est-ce que c'est que le human beatbox? Donc en français, c'est de la boîte à rythme humaine. Si on revient à la naissance de ce mot, il est apparu avec la culture hip-hop, fin des années 70, début des années 80. On avait les danseurs, la danse hip-hop, les graffeurs, les rappeurs, les DJ aussi, et les human beatboxers. Alors, si on contextualise un peu, c'est tout simplement des percussionnistes vocaux qui se sont retrouvés dans la naissance de ce bouillon urbain et dans la naissance de cette culture. Et les percussionnistes de l'époque, dans cette justement esthétique hip-hop qui est en train de se créer, ont décidé, eux, de s'appeler les human beatbox en hommage à la boîte à rythme. Donc, une boîte à rythme, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un petit objet électronique. C'est une des premières machines qui a servi à faire de la musique de manière électronique. Et il faut savoir que c'est le courant hip-hop et le courant disco aussi, les deux conjointement, qui ont utilisé en premier ces fameuses boîtes à rythme. Et donc, du coup, comme je le disais, les percussionnistes vocaux qui se sont trouvés dans cette nouvelle pratique et dans cette émergence de la culture hip-hop ont décidé, en hommage à ces boîtes à rythme qui servaient à produire la musique du coup qu'ils écoutaient et qu'ils étaient en train de fabriquer, ils ont décidé de s'appeler les human beatboxers. Human beatbox en anglais. On parle de beatboxing en anglais, on parle de beatbox ou de human beatbox en français. Personne n'est là pour juger et arbitrer tout ça, donc en fait, on fait un peu tous comme on veut.
Moi-même, vous m'entendrez parler, pas forcément de human beatbox, mais juste de beatbox, parce que dire human beatbox à longueur de temps, c'est un peu pompeux. Donc, par usage, on a tendance à raccourcir et à parler de beatbox en français. Donc, pour faire le lien avec la culture hip-hop aussi, il faut préciser, je vous ai parlé de multivocalisme avant, et je vous ai parlé de culture hip-hop, il faut mélanger un petit peu les deux. Dans la culture hip-hop, qu'est-ce qui a fait, la danse hip-hop, par exemple, utilise des pas de danse qui existaient déjà dans plein d'autres danses. Ce qu'ont fait les danseurs hip-hop, c'est tout simplement qu'ils ont pris les pas les plus acrobatiques du rock acrobatique, de la danse jazz, de tout plein de danses, de la capoeira, par exemple, ou d'autres danses acrobatiques et très impressionnantes. Ils ont agrégé tout ça, ils ont mélangé tout ça, et ça nous a donné la danse hip-hop. Après, il y a divers courants, il y a le breakdance, là où on tombe sur la tête, on fait des figures très impressionnantes. Il y a d'autres danses debout, il y a plein de particularités. Si on prend le mouvement pictural aussi qui est associé au hip-hop, qui est donc le graffiti, on n'a pas attendu que la bombe de peinture soit inventée et que la culture hip-hop apparaisse pour parler de graffiti. Enfin, je veux dire, si on remonte à la nuit des temps et dans les grottes, nos ancêtres faisaient déjà des dessins, mais mettaient leurs mains après les murs. Pour moi, c'était déjà clairement du graffiti. Il y a toujours eu une expression publique qui s'est matérialisée sur les murs. Donc le graffiti a toujours existé. Qu'est-ce qui fait que le mot graffiti même existait avant la naissance de la culture hip-hop? Il a pris une connotation hip-hop parce que pour moi, ça correspond à un état d'esprit. Les graffeurs, donc ceux qui voulaient peindre sur les murs dans cette culture, ont commencé un travail de la calligraphie, donc ça qui a toujours existé dans plein de cultures traditionnelles, et ils ont mélangé ça avec d'autres inspirations picturales, en mélangeant avec des décors, en mettant plein de couleurs, en mettant de la 3D, en torturant et triturant un peu les lettrages, et ça a donné du coup cette agglomération de plein d'influences. On mélange tout et on ressort ça à notre sauce, ça a donné le graffiti. Et ben, du coup, pour moi, le beatbox, la conception du beatbox, et c'est là où on rejoint le multivocalisme, c'est que les percussionnistes vocaux qui étaient dans la culture hip-hop, ils ont gardé cette essence du hip-hop, qui est pour moi l'essence du hip-hop, c'est cet esprit de débrouille avec peu de choses, on fait quelque chose et puis on fait des choses même incroyables. Et ben, du coup, les percussionnistes vocaux qui sont trouvés dans cette culture hip-hop, avec cette culture-là de la débrouille, on fait des choses et on essaie de les transcender un peu, et ben, ce ne sont pas limités à juste faire des percussions vocales, mais ils sont aussi amusés à chanter, enfin, comme je viens de le faire, à rajouter une mélodie de basse par-dessus leur percussion vocale, et puis à vouloir imiter les scratchs des DJ, et d'un seul coup vouloir imiter les trompettes, et que sais-je encore. Et du coup, l'esprit du beatbox, pour moi, je vais vous le dire après, est bien au-delà du hip-hop, mais en tout cas, son état d'esprit et ses racines dans le fait de vouloir agréger et mélanger les techniques vocales et surtout les influences, c'est vraiment à 100% hip-hop. Donc aujourd'hui, plein de beatboxers actuels qui ne sont pas forcément aguerris à ce qu'est la culture hip-hop pourraient trouver ce discours peut-être un peu passéiste, ou en tout cas se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de raconter. Mais pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui tient à l'essence et du hip-hop, cette culture de la débrouille et le fait de mélanger, de remixer vraiment les choses, et du coup, pour le beatbox aussi. Donc là, on a calé le contexte hip-hop, mais comme je vous disais, moi, j'aime bien questionner les choses et dézoomer aussi. Donc du coup, si on se dit que le beatbox, enfin, les percussions vocales existaient avant, on a des exemples de percussions vocales dans tout plein de traditions vocales partout à travers la planète, ou alors de chants diphoniques, de chants saturés, enfin voilà, il y a plein de techniques de chant très très particulières partout à travers la planète. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de dire que le human beatbox, la pratique, comme je viens de vous la définir, avec cette philosophie un peu hip-hop et cette volonté de tout mélanger, elle est née avec le hip-hop au début des années 80. Mais en même temps, si je suis mon raisonnement, pour moi, le beatbox a toujours existé. Parce que du coup, si on remonte à nos ancêtres, avant de créer des instruments de musique, enfin, voilà, il me semble que le premier instrument, le plus vieil instrument qui soit daté, c'est une flûte qui mesure 12 cm, qui était taillée dans un morceau de tibia. Donc nos ancêtres, avant de vouloir tailler, de prendre un morceau de tibia, de creuser dans la longueur, ensuite de faire des petits trous comme ça, de venir porter cet objet à la bouche, quand on sait ce que c'est que de souffler dans une flûte qui est sans embouchure, de trouver, voilà, d'avoir une recherche pour trouver à faire sonner cet instrument, ou alors de creuser un fût de bois pour étendre une peau dessus, ce qui est très compliqué, parce que ça fait beaucoup de tension. Il faut créer un cordage aussi particulier pour le faire. Avant de créer tous ces instruments, il me semble assez logique
Et surtout, j'ai des discussions avec des historiens de la musique, enfin, voilà, plein de gens qui s'intéressent à ça. Et ça paraît assez logique à tout le monde que l'être humain, nos ancêtres, avant de créer de la musique avec des instruments ou même d'utiliser des objets enfin, voilà, de la nature pour créer de la musique, on fait de la musique avec leur corps. Donc après, on peut toujours se poser la question, comment c'est arrivé? Enfin, c'est la question du proto-langage aussi, toujours le questionnement de l'œuf et de la poule, qui arrive en premier. Voilà, est-ce qu'au début, le langage était quelque chose d'un peu musical, des espèces de mormorigmes, comme on peut l'imaginer à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, des choses comme ça, ou alors est-ce que c'était déjà plus construit, je dirais. Moi, j'ai envie d'imaginer que nos ancêtres, ils parlaient voilà, des choses comme ça. Alors ça, c'est mon fantasme de beatboxer. Mais en attendant, on peut quand même facilement imaginer que c'était pas forcément que simplement des... Je trouve ça un peu simpliste quand on connaît toute la richesse de l'appareil phonatoire humain. Ça paraît un peu simpliste d'imaginer qu'on ne faisait que ça. Donc voilà, le Human Beatbox a donc un ancrage hip-hop et très récent. Effectivement, la pratique et la philosophie qu'on développe depuis une quinzaine d'années dans l'émergence de cette pratique, c'est quelque chose de récent. Mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose de vraiment archaïque et qui remonte à la nuit des temps. J'ai la chance de partager ma passion à travers plein d'ateliers de pédagogie, que ce soit tout type de public, des enfants aux personnes qui sont en maison de retraite, en passant par des publics en situation de handicap, dans des conservatoires, avec des personnels soignants, plein de gens. Et j'ai toujours la chance de voir l'intérêt que les gens y portent, la curiosité, et surtout, quand je parle d'archaïsme, de voir ce que ça réveille chez les gens. Il y a toujours des choses très enfouies qui ressortent à travers les bruits qu'on peut sortir comme ça. Les gens souvent se surprennent justement à ressortir ça. Et donc voilà. Donc pour moi, le beatbox c'est vraiment pas coincé, mais vraiment à cheval et doit assumer ces influences qui viennent de la nuit des temps, de toutes les pratiques qui viennent de partout, et en même temps aussi cette influence hip-hop qui est vraiment le fait de se dire justement, on va piocher des choses un peu partout, on mélange tout ça, et d'un seul coup, ça nous donne une pratique qui est complexe et multiple. Donc c'est pour ça que j'aime parler de multivocalisme. Alors, du coup, il faut, là, à ce point, que je fasse la différence, justement, entre les percussions vocales et le human beatbox, du coup. Que ce soit, que je vous explique un peu, que je clarifie un peu mon esprit pour vous. Du coup, pour moi, les percussions vocales, ça va être plein de techniques, mais qui vont se limiter à produire ou reproduire des sons de percussion. Donc, si je me fais aussi sur des percussions vocales. Par exemple, il y a toujours eu, avec la naissance du jazz, il y a toujours une tradition de chorale qui reprenait les grands standards du jazz. Et il y a quasi toujours eu un percussionniste vocal qui était dans l'affaire, bien avant que le terme de human beatbox soit inventé. Et du coup, le human beatbox, c'est Annalisa a parlé hier de humming, donc cette technique où on vient fredonner par-dessus. Et bien là, pour moi, à partir du moment où on mélange deux techniques vocales, le fredonnement et les percussions vocales, on est pleinement dans la pratique du human beatbox. Alors après, on peut les mélanger à un temps donné exactement en même temps, ou alors que ça soit très séquentiel et l'un après l'autre. Et pour moi, là, on mélange les techniques vocales, et là, on rentre pleinement dans la pratique du human beatbox. On dépasse le simple stade des percussions vocales pour envisager un autre monde, justement, qui vient s'enrichir avec toutes les techniques vocales qu'on peut entendre, ou alors même des choses qu'on entend dans la nature ou autre. J'aime bien imiter les sons d'oiseaux, des choses comme ça. On peut vraiment s'inspirer de tout partout autour de nous. Du coup, le human beatbox, c'est construit du coup, depuis les années 80. Il faut que je fasse un peu l'historique. Au début des années 80-90, on a eu quelques pionniers. Je peux citer Dougie Fresh, par exemple, qui a une énorme influence. Ça, c'est arrivé aux États-Unis, même si on peut facilement imaginer qu'il y a toujours eu des beatboxers et des beatboxeuses un peu partout de la planète, mais qui n'ont pas été identifiés parce que pas enregistrés, parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas encore de nom sur la pratique. On a eu les tout premiers pionniers de la pratique qui ont donné le nom de Human Beatbox à la pratique. Ensuite, dans les années 90, toujours aux États-Unis, on a eu Razel et Kenny Mohamed, qui sont deux beatboxers très, très influents et qui, pour moi, ont donné leur lettre de noblesse au Human Beatbox parce qu'ils ont apporté du réalisme dans les sons. Il y a Razel, qui est quelqu'un qui apporte aussi le côté entertainment, c'est-à-dire qu'il prenait le temps de commencer sa routine. Il faisait des sons de robots par-dessus, il faisait plein de choses. Et du coup, ils ont vraiment, d'une part, donné de l'intérêt à la pratique, dans la manière de l'aborder sur scène et puis de la présenter à un public, donc de rendre cette pratique vraiment artistique et puis valable sur scène, qu'il soit d'intérêt pour un public.
Et ils ont aussi ouvert les portes à la pratique de la virtuosité, notamment Kemini Mohamed avec un son inspiré qui nous permet tout simplement de respirer. Du coup, on peut, de manière très séquentielle, pour reprendre un de ces tubes de beatbox, et ça, vous voyez, je ne suis pas essoufflé quand je le fais, je peux faire ça limite ad vitam aeternam parce que la respiration fait. Et du coup, la création de ce son, et puis justement, c'était une nouvelle manière d'envisager la pratique, ça a ouvert la porte de la virtuosité. Et donc voilà, ces deux personnages, Razel et Kenny Mohamed, sont parmi les pionniers, vraiment pour moi, les plus importants, parce qu'ils ont ouvert ça, la porte de la virtuosité et aussi tout le côté vraiment chaud qui nous intéresse. Derrière, aux États-Unis, c'est plus passé grand-chose. On a eu des beatboxers intéressants, mais c'est resté sur un beatbox très traditionnel, hip-hop, je dirais, et assez brut, avec pour seule volonté de faire un rythme, un beat avec un peu de mélodie et tout, et d'avoir un rappeur qui pose par-dessus. Mais là, ça n'allait pas plus loin musicalement. Et dans les années 2000, on a été toute une génération, en Europe, en France notamment, à reprendre ce que ces pionniers avaient fait, et puis du coup, à le pousser un petit peu plus loin, à l'explorer. Du coup, ça a été ce qu'eux avaient amené comme évolution dans la pratique. Nous, on l'a pris, ça a été notre base, et du coup, on a forcément amené un petit peu plus loin. L'autre génération, depuis, on fait pareil. On a pris ce que nous, on avait déjà transporté, puis on est encore un peu plus loin, et ça n'arrête pas de faire ça à chaque fois. Moi, je me souviens, à l'époque, en 2005-2006, les premières fois où on se rencontrait, on se disait, oh là là, mon Dieu, est-ce qu'on peut faire des nouveaux sons? Ça ne va pas être possible. Alors, depuis 15 ans que je suis dans le milieu, je peux vous assurer que tous les ans, il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une qui vient me faire mentir et qui vient inventer un nouveau son, qui vient détourner une technique d'une manière à laquelle on n'aurait absolument pas pensé. Et c'est une pratique qui, vraiment, depuis 15 ans, ne cesse de s'enrichir comme ça. Donc, du coup, dans les années 2000, le beatbox est arrivé en Europe. On a été, comme je disais, toute une communauté à la développer. Ça s'est développé par aussi l'organisation de championnats. On peut remercier Bilo, un acteur allemand qui était le premier l'organisateur des premiers championnats du monde. Et grâce à ces premiers championnats du monde, des communautés se sont créées un peu partout dans les pays. C'est-à-dire que la première année, il a invité les beatboxers qui étaient identifiés dans chaque pays, que lui connaissait. Donc, ce n'est pas une sélection très officielle. Et du coup, dès 4-5 ans après, dès le deuxième championnat du monde, c'était 4 entre 2005 et 2009, au deuxième championnat du monde, on était plusieurs pays à se dire on va organiser un championnat national qui qualifiera nos représentants pour aller au championnat du monde. Mais du coup, cet aspect compétition et réseautage a vraiment permis une émulation dans le monde du human beatbox. C'était un peu des incubateurs de recherche, je dirais, d'exploration vocale et de recherche vocale. Et puis, quand on travaille une année entière sur ce qu'on appelle routine, c'est des petits formats musicaux où on essaie de présenter le meilleur de nous-mêmes selon les critères. Donc, on va essayer d'être le plus musical possible, le plus technique possible, le plus fort possible, voilà, tout plus possible, et le plus démonstratif, tout en étant quand même sur une pratique musicale. Et du coup, cette volonté de se surpasser, d'être le meilleur ou la meilleure pour gagner la compétition, a poussé tous les pratiquants vraiment à développer moult techniques, et ça a permis aussi que ces techniques se répandent, parce que ça a été des très beaux canaux de diffusion, ces championnats, parce que quand il y a des vidéos qui sont prises et puis qu'elles sont ensuite sur Internet, tout le monde peut regarder ça, s'inspirer de ça, puis encore une fois, prendre ça comme base et l'emmener encore un petit peu plus loin. Donc ça a été autant de pistes et de graines semées, tous ces championnats, pour des nouveaux participants. Et ces championnats ont été développés avec l'essor, parce que du coup, ces communautés naissantes dans chaque pays sont développées grâce à Internet. Alors, Internet, ça a effectivement permis l'essor des compétitions. Ça a été une belle vitrine pour pouvoir que chacun puisse se montrer. Et ça a été aussi une belle opportunité. En France, par exemple, en 2005, on était une trentaine de beatboxers à se rejoindre sur un forum qui s'appelait beatboxfrance.fr à l'époque. Et ça a été des lieux d'échange, de discussion. On a pu parler de pédagogie. Ça a été les débuts de la pédagogie du beatbox, comment transmettre le beatbox, quels sont les enjeux, comment se positionner. Ça a été le moyen de partager les premières vidéos qui existaient, parce qu'en 2000, il faut se souvenir que YouTube, c'est à peine la naissance de YouTube, et les réseaux sociaux n'existaient pas encore. On en était avec nos vieux forums pour pouvoir échanger. Mais tous ces lieux-là ont été des vrais lieux de rencontre
dématérialisés, comme on dit, et ont permis ensuite justement qu'on puisse organiser des rencontres en physique pour pouvoir échanger tout ça. Sur cette notion justement d'échange, il y a quelque chose pour moi qui est très important et qui est vraiment intimement lié à la pratique du Human Beatbox. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir, un peu développer cette thématique, c'est l'interpédagogie. Les mécanismes du beatbox, du coup, sont les mêmes que ceux du langage. On utilise l'appareil phonatoire. Ça s'apprend pareil, ça s'apprend par l'écoute. Et principalement, on écoute, notre cerveau cherche à refaire ensuite ce qu'on a entendu. Et du coup, il n'y a pas de meilleure école pour le beatbox que de rencontrer des beatboxers. Aujourd'hui, via Internet, il y a plein de petits jeunes qui arrivent, des moins jeunes d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent dans la pratique, ils ont une quarantaine, cinquantaine d'années, et certains se débrouillent très bien. Mais pour les jeunes pratiquants, quel que soit leur âge, aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers d'heures de vidéos, que ce soit des tutoriels ou pas d'ailleurs, des milliers d'heures de vidéos beatbox à regarder, et c'est autant de potentialités d'apprentissage. Mais je l'ai remarqué, que ce soit sur les événements beatbox ou aussi par le biais de tous les ateliers que je transmets, il n'y a jamais meilleure transmission que quand elle se fait en direct. Parce que justement, comme je le disais, ça passe par l'écoute. Et quand on écoute une vidéo, le message n'est pas aussi riche que quand on a la personne avec nous dans la pièce et qui nous transmet quelque chose. Alors qu'ils sont en train de nous expliquer ou juste de nous montrer. Le fait de montrer, pour moi, participe à justement cette notion d'interpédagogie. Et le fait que la pratique s'enrichisse vraiment justement par le biais d'échanges de techniques et le fait que tout le monde s'inspire les uns des autres. Voilà, c'est une notion qui est vraiment, pour moi, importante dans la communauté. Et je vais terminer aussi pour dire du coup le Human Beatbox à la base c'est une pratique solo, d'accord, c'est de considérer son corps comme un instrument, une seule personne. Le but c'est qu'une personne, son fille, soit capable de créer ou de recréer, peu importe, une orchestration complexe. Donc, comme je l'ai fait au début sur la démo, d'avoir une partie rythmique, une partie mélodique au niveau des basses, et rajouter par-dessus une partie mélodique avec un instrument et ou une partie de chant. Donc ça, c'est la base et l'essentiel. Mais le beatbox, on ne pratique pas qu'en solo. Il y a des équipes de beatbox, des groupes de beatbox, peu importe, qui sont en compétition ou pas. Il y a des groupes de beatboxeurs et beatboxeuses. On a la possibilité de mélanger le beatbox avec d'autres instruments. Beaucoup de beatboxeurs se retrouvent à jouer dans des groupes avec d'autres instrumentistes. Ils sont un instrument comme les autres. Et il y a des beatboxeurs ou beatboxeuses qui jouent d'un instrument en même temps que font du beatbox. Donc, quand c'est des instruments comme la guitare ou le piano, là, du coup, l'appareil phonatoire est totalement libre. Mais c'est aussi une pratique musicale qui permet d'enrichir des pratiques instrumentales comme la flûte. Par exemple, on a un courant qui s'appelle le flûte-boxing qui se développe depuis quelques années et qui a de plus en plus de pratiquants et qui intéresse de plus en plus de gens dans les conservatoires et un peu partout ailleurs. Voilà, et du coup, dans les saxophones aussi, ça se voit de plus en plus. Un peu tous les instruments avant, il y a toujours quelqu'un qui va essayer du coup de rajouter un peu de beatbox, des percussions vocales dedans. Et tout ça, ça me fait dire, et je vais terminer là-dessus, du coup, pour moi, le beatbox, parce que souvent, je me retrouve confronté à des gens qui me disent « Ah, le human beatbox, c'est un genre musical que j'adore. » Pour moi, ça me fait sauter au plafond. Parce que pour moi, le beatbox, c'est absolument pas un genre musical, c'est une pratique musicale. Ça serait comme de dire que la guitare ou la batterie sont des genres musicaux. Non, avec une guitare ou une batterie, on peut jouer du rock, de la bossa nova, enfin voilà. Il y a tout du jazz, tout du classique, tous les styles de musique qu'on veut, tous les genres musicaux. Mais en beatbox, c'est exactement la même chose. On considère son corps comme un instrument. À partir du moment où on a un instrument qui est bien défini, on peut travailler avec des gammes, que ce soit des exercices rythmiques ou alors des gammes comme le chant traditionnel. Et à partir du moment où on considère notre corps comme un instrument, on peut utiliser les codes musicaux qu'on veut pour pouvoir jouer la musique qu'on veut. À titre d'exemple, je bosse en ce moment avec un ensemble de musique baroque et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, c'était ma vision du Human Beatbox et j'espère que j'aurais été assez clair. Oui, voilà. L'idée, c'est pas seulement qu'on vous présente des choses, mais qu'on interagisse également avec ceux qui sont en Zoom avec nous. Donc, n'hésitez pas, on vous entend, vous pouvez poser des questions, allumer vos caméras si vous voulez. Voilà, donc on a un petit temps pour poser des questions à Tycho sur tout ce que vous voulez savoir sur le beatbox. C'est le moment du point de vue de la pratique artistique. Il y a un moment, tu as cité un beatboxer et tu as dit c'est sa ligne mélodique ou en tout cas
tu as dit que tu reproduisais son partie de son répertoire, un petit extrait musical qu'il a lui. À quel point il y a une connaissance, une reconnaissance d'extraits musicaux comme ça qui viennent de certains boxeurs ou d'autres. Il y a des grands classiques et il y a déjà dans le beatbox, il y a deux manières de faire. Il y a soit ce qu'on appelle la cover, reprendre un morceau. Donc là, certains ont la volonté de reprendre exactement le plus finement possible et qu'en gros, si on ferme les yeux, on a l'impression que ce soit le morceau original. D'autres sont plutôt dans une tendance à remixer le morceau à leur manière avec des sons beatbox. Et il y a une autre partie de beatboxers qui composent, qui composent. Que ce soit l'un ou l'autre, par le biais justement d'Internet, en gros, c'est la vidéo fait preuve. Après, c'est comme des morceaux de musique, il y a un peu des tubes aujourd'hui. On va dire ça dans le beatbox, il y a des teams, il y a des morceaux qui sont un peu des tubes. On va tous avoir dans la tête et qu'on va même, sans chercher à le reprendre forcément, des fois, on va se surprendre à reprendre cette partie de beatbox. Donc, ça tend à s'étendre parce que le beatbox prend de plus en plus. On est parti de quelques dizaines juste pour la France, par exemple, il y a une quinzaine d'années en arrière, on était une dizaine de beatboxers en France. Aujourd'hui, on est plusieurs milliers juste en France. Il y a des pays, quand j'ai parlé des sorts de la communauté, c'est vraiment à l'international. Tous les continents sont l'Afrique, l'Amérique, en Asie, tous les continents sont touchés. Et du coup, il y a forcément des gens qui se débrouillent mieux que d'autres, qui sont plus différents que d'autres, qui sont plus inspirés que d'autres, je ne dirais pas. Et du coup, c'est comme dans la musique traditionnelle. Voilà, il y a des morceaux, on les reconnaît, on les aime pas. Et du coup, d'autres questions? Oui. Quand nous avons démontré l'exemple complexe, je pensais que l'exemple maintenait dans votre tête plusieurs fils d'attention. De 4, ce qui est très précis. Et puis, il y a basse, et il y a autre chose. C'est comme un organisme qui joue avec les mains et les pieds et tout ça. Et je me demande comment peut-on s'entraîner pour y arriver, à séparer ça. Pour ça, il faut beaucoup d'automatisme, de lancer le 2-4, puis on peut lancer la troisième voie. Et ça passe par de la pratique, des petits exercices. Enfin, c'est au final, en termes cognitifs, la même chose que parler de pianiste. Mais par exemple, moi, j'aime bien prendre l'exemple des batteurs. Pour les meilleurs batteurs, ils sont capables de jouer 4 rythmes différents avec leurs 4 membres. Voire pour certains, d'avoir un tempo différent avec leur tête et leur corps. Enfin, bref. Et ces mouvements de désynchronisation, on les travaille à la base de manière très simple. Et au fur et à mesure de la pratique, très rapidement, on arrive à monter en exigence et en complexité. Mais c'est juste par la pratique. Ça. Bon, après, c'est aussi comment on le visualise, comment on le comprend. Il y a des personnes qui vont arriver à ça tout de suite, très rapidement, mais qui ont même ça très naturellement. Moi, je me suis déjà retrouvé face à des personnes de tout âge, mais qui n'avaient jamais entendu parler de beatbox. Et puis, je leur fais faire ça, une conseille nickel, je peux rajouter des questions par-dessus. Et ils vont arriver. Donc, on a tous des prédispositions ou pas des facilités pour apprendre la musique. Mais quelles que soient nos facilités ou pas pour apprendre la musique, il est toujours capable, par biais d'exercices progressifs, d'arriver à désynchroniser mélodie, rythme. Tout ça, ça se trouve une base dans la technologie de toute façon. Imaginez-vous un multitrack dans votre tête. Après, on fonctionne un peu comme ça. Enfin, voilà. Après, j'imagine que tous les beatboxers pensent un peu différemment, mais moi, je le vois vraiment un peu comme ça, justement, comme du multitrack. Et puis, à un moment donné, si je fais je sais que je vais enlever ma ligne de basse pour la ramener. À un moment donné, je vais rajouter des charlets ou je vais les enlever. Dans de tout ça, je vais rajouter une ligne mélodique en plus ou pas. C'est des choses qu'on pense
D'ailleurs, petit décalage de réponse, ça, à titre personnel, et je sais que beaucoup de beatboxers sont pareils. Quand on fait un son, alors, déjà les gestes nous aident à les interpréter, mais moi je me prends pour le son que je suis. C'est-à-dire que quand je fais de la batterie, je me prends pour, mais vraiment à l'intérieur, je me prends pour une batterie. Quand je fais une trompette, j'ai l'impression d'être une trompette, et si je fais une de basse, j'ai l'impression d'avoir un corps de contrebasse. Et du coup, ça pose souci, enfin souci non, mais ça c'est marrant d'imaginer quand justement on fait les trois instruments en même temps. Ça veut dire que c'est une pratique un peu schizophrène, où on a l'impression d'être plusieurs instruments en même temps. On le ressent. Ouais, ça m'intéresse. Oui, ça rentre en écho avec les questions que vous avez posées hier. D'autres petites questions ou retours? Peut-être ouais, pour enchaîner, donc il y a beaucoup d'improvisation dans le déroulé d'une performance de beatbox. Tout... Ça, c'est variable selon le beatboxer ou la beatboxeuse. En compétition, il y a 15 ans en arrière, c'était quasi que de l'improvisation. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'improvisation. Les beatboxers et les beatboxeuses qui se produisent sur scène, il est rare que, enfin, il peut y avoir des parties improvisées, mais il est rare qu'il y ait des parties improvisées en général. Déjà, quand on fait de la musique à plusieurs, il faut bien que la musique soit écrite. Hein. Et donc, c'est écrit ou est-ce que vous avez... Comment vous faites pour... Alors, c'est écrit, oui. J'ai travaillé, moi, sur un système de partition qui adaptait le solfège, mais je ne l'utilise pas pour autant. Je ne suis pas lecteur de solfège. Il faut une demi-heure pour déchiffrer juste une ligne de portée. Mais par contre, c'est très écrit dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai un arrangement musical pour un morceau qui est à base de boucles, mais qui n'est pas linéaire, enfin, là où il y a plein de variations. À partir du moment où mon cerveau a validé cette structure, c'est comme ça. Ça restera comme ça. J'aurai plus la chance d'avoir une bonne mémoire musicale. D'autres pourront passer par l'écrit. Après, quand on passe par l'écrit, souvent sur les morceaux, c'est un peu comme dans le milieu du jazz. C'est-à-dire thème A, thème B, on revient, puis on va faire un A', des choses comme ça. Certains beatboxers, enfin beaucoup, ils utilisent au niveau de l'apprentissage, beaucoup écrivent leur rythme, PTK, PTK, PTK. Ça, je ne l'ai jamais fait, moi, parce que je suis plus à l'oreille que visuel. Mais je sais que les gens qui sont plus visuels n'hésitent pas à noter. Vous, votre représentation, elle est auditive, quoi. Elle est auditive, ouais. Moi, j'ai un chemin. On va enchaîner, et puis, s'il nous reste du temps, de toute façon, on va revenir sur... Je crois que vous avez une question, une demande de question de la part d'une personne en visio. Quel est le lien avec la musique contemporaine? Donc, j'installe le lien avec la musique contemporaine. Eh bien, très intéressant. Le beatbox peut totalement se retrouver être affilié à la musique contemporaine. On a notamment un beatboxer sur le monde qui fait ça depuis quelques années, qui touche la musique concrète, comme on les s'appelle. Après, ça dépend aussi. Qu'est-ce que vous entendez par musique contemporaine? La musique qui est construite aujourd'hui ou le courant esthétique de musique contemporaine? Non, oui, bonjour. Non, je pensais par exemple à des morceaux où la flûte traversière, le flûtiste chante dans sa flûte, racle, etc. Et bah, là, pour moi, c'est pas directement du beatbox, mais c'est une manière de penser un peu comme du beatbox. Par exemple, dans Bobby McFerrin, pour ceux qui le connaissent, j'imagine ici oui. La plupart d'entre vous, Bobby McFerrin n'est pas beatboxer. Il faut savoir pour la petite histoire qu'il est rapiste beatboxer. Il n'est pas beatboxer à proprement parler. Par contre, c'est une énorme influence dans le monde du beatbox. Parce que ce qu'il a amené dans la composition, c'est lui, quand il est capable de chanter une mélodie grave avec la mélodie aiguë par-dessus. Beatboxer, il faut savoir pour la petite histoire. Ça a été, c'est une grosse influence. Pas beatboxer à proprement parler. Par contre, c'est une énorme influence dans le monde du beatbox. Parce que ce qu'il a amené dans la composition, c'est lui, quand il est capable de chanter une mélodie grave avec la mélodie par-dessus. Il y a quelqu'un en Zoom qui a son... Ah voilà. Ça a été, c'est une grosse influence. Pas beatboxer à proprement parler. Par contre, c'est une énorme influence. C'est dans ta tête. D'accord. Tout se passe dans la tête. Il y a quelqu'un en Zoom qui a son... Ah voilà. Ça a été, c'est une grosse influence. Pas beatboxer à proprement parler. On voit YouTube et déconnecte pas de YouTube. Ah oui, c'est dès que je... On est bon? Donc, pour répondre à ça, justement, l'influence du beatbox dans la musique contemporaine, je dirais qu'aujourd'hui, le beatbox, d'une part, dans les courants esthétiques qu'on produit en beatbox, c'est des courants de musique actuels,
surtout de musique électronique d'ailleurs, c'est la principale dominante. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le beatbox s'inspire autant des musiques contemporaines que les musiques contemporaines s'inspirent aussi dans certaines pratiques instrumentales. C'est vraiment quelque chose qui vient enrichir plusieurs pratiques instrumentales et même des pratiques vocales. Je fais de plus en plus de stages avec des chanteurs et chanteuses lyriques ou voilà, chanteurs-chanteuses du monde qui découvrent une nouvelle manière d'aborder leur voix et du coup, voilà, ça enrichit gentiment leur palette.